Bienvenue les amis. Alors aujourd'hui on est parti pour USS Yokohama. Donc on va regarder quelques véhicules sur lesquels nos clients ont renchéri et également histoire de vous faire du contenu. Donc première étape, trouver un vélo. Ah shit, here we go again. Donc c'est parti, hop. On met le sac dans le joli petit panier. Donc vous vous connectez avec le téléphone, avec le Bluetooth ça relève l'espèce de l'espèce de petit verrou ici et ensuite vous êtes parti. Allez, on est parti. On a à peu près une heure de trajet jusqu'USS Yokohama. Donc on va regarder ensemble les petites nouvelles venues, etc. Donc restez connectés. Alors je vous laisse admirer le paysage. Regardez, hein, même dans les petits recoins au Japon, regardez à quel point c'est propre, à quel point c'est silencieux. Alors là on arrive dans la partie la plus marrante, c'est le tunnel. Voilà un peu. Regardez quand même, c'est assez étroit. Hein. Je vais ralentir un peu parce que là le frein arrière sur les vélos au Japon c'est à gauche. Et il pue un peu la merde le frein arrière. Voilà, ce qui est bien quand il y a un vélo, c'est que ce trajet là, je le fais en 5 minutes au lieu de 20 minutes à pied. Donc plutôt cool. Plutôt cool. Et donc là-bas vous avez un gros parking à vélo. Et je vais venir garer cette Ferrari là-bas. Hop. À côté des autres. Donc en haut vous avez la partie scooter. Ça c'est même pas des scooters de loc. Il y a des scooters de particuliers aussi. Et voilà, toutes les places, enfin tous les scooters garés là, ils sont en train de payer leur place. Parce que comme je vous le dis à chaque fois, il y a vraiment un gros manque d'espace. Voilà, on vient d'arriver, hop, je prends le sac. Ce qui est bien ici au niveau des transports en commun, c'est que voilà, on n'attend pas beaucoup pour le prochain train. Donc c'est vous dire, hein, je check jamais les horaires de passage des trains. Même dans la petite ville où je suis, il y en a un, allez, toutes les 15 minutes, quelque chose comme ça. Donc ça va, c'est cool. Hop, donc hop, regardez un petit peu comment ils sont en train d'attendre. Donc ils sont tous à la queue leu comme ça. Toujours dans le respect des règles. On va se mettre derrière le monsieur. Hop, et on va attendre que le train arrive. 9h du matin. C'est assez complet mais bon. Ça va, on n'a qu'un arrêt. C'est déjà ça. Putain, on a du monde aujourd'hui. Regardez-moi à quel point c'est silencieux. Alors ici, on te pousse comme je sais pas quoi, il n'y a pas d'excuse, rien. C'est soit tu bouges, soit tu bouges. C'est parti. On est arrivé là à Yokohama Station. Vous le voyez pas là forcément, mais je vous assure, c'est limite plus grand qu'un aéroport. Genre limite peut-être plus grand que l'aéroport de Nantes. C'est abusé. Il y a des restos, il y a vraiment de tout. Alors juste, on va passer faire un petit exchange money. Il me faut du cash parce que à USS, lorsqu'on mange un repas, ils acceptent que le cash, la machine accepte que du cash. Donc on va faire un petit échange. Hi.
This is a vine grade. Okay. Whoa, 172? Yeah. Damn! Oh. But the yen is at 187. It's so little. You can use Japanese yen. We cannot do more? Est-ce que... non, ça va exploser. Est-ce que c'est bon pour vous? Ok. Ok. Alors, la couille incroyable. Donc, l'échange se fait à 172 yens. Les amis, le yen il est passé à 187. Il vient de battre encore un nouveau record. Ça fait une grosse différence quand même. Mais bon, ce que vous devez surtout retenir là, c'est le yen qui continue de se cracher. Ok, perfect. Alors, il y a des pièces que je ne comprends pas dans ce pays. Je vais vous montrer, c'est laquelle. C'est cette pièce-là, les amis. Je ne comprends pas cette pièce. Elle sert à rien. Genre, il y a un trou au milieu. Je peux ni acheter vous savez, des boissons dans les distributeurs et tout. Rien, que dalle. Je sais pas à quoi ça sert, mais je commence à en avoir plusieurs dans le portefeuille. Je crois que je vais tous les jeter. Parce que il n'y a même pas d'inscription là-dessus, que ce soit 50 yens ou 100 yens, je sais pas à quoi ça sert. Bref, on va faire des petites courses. Hop. Petit combini. C'est pas mon préféré. Bonjour. Alors. Moi je veux surtout me prendre une petite boisson qui me booste. Donc vous avez plein de petites boissons comme ça. Moi je prends tout le temps celle-là. Hop, c'est hyper acide mais comment ça vous réveille. C'est vraiment pas mal du tout. Là c'est pour ceux qui ont du mal aux toilettes. C'est un peu petit, je tape partout. Ah ça je kiffe aussi. On va se prendre des petits French discs, tac, histoire de sentir bon de la bouche. Aïe. Ici on retrouve la Metropolitan Expressway, Kanagawa K1. Comme vous le voyez, donc il faut que les voitures soient équipées des cartes ETC. Deux personnes qui viennent mettre des amendes pour ces vélos qui ne sont pas garés dans les emplacements qu'il faut. Donc on prend des photos, on est toujours avec notre stylo et notre papier et on vient appliquer l'amende tout bonnement. Ouais, je pense que la personne qui va récupérer le vélo, il va être très content. Donc là, toute la brochette là, elle va y passer. Donc il y a 4 vélos là. Regardez le petit brassard. Alors en fait, il n'y a pas qu'une amende. Les mecs embarquent les vélos. Ah ouais, je crois que ça part à la fourrière là. Je sais pas où est-ce qu'ils les emmènent, mais force à ceux qui vont revenir et qui vont pas retrouver leur vélo. Ah, ça me foutrait le seum. C'est pour ça que moi à chaque fois je préfère louer un vélo. Alors notre bus vient tout juste d'arriver, donc c'est avec ça qu'on va se rendre aux maisons d'enchères.
se diriger au self. Bien ici, c'est à peu près dans les alentours de 1000 yens. Donc on prend notre petit billet. Et donc voilà, on a donc le petit déj, le repas, les noodles ou le curry. On met les 1000 yens juste ici. Tac. On a le petit ticket. Hop. Donc on vient donner ça. Et on attend la monnaie. Voilà. Maintenant, ça y arrive. Et donc on choisit. Donc on a plusieurs menus différents. Il y a du poisson, crevettes, donc du curry. Et nous on va venir ici. C'est vraiment celui que je préfère. Le meilleur c'est celui à USS Tokyo. Donc là on est sur du nan curry. Là on est plus sur une cuisine indienne que japonaise. Donc la petite porte devrait s'ouvrir dans quelques minutes. Donc je vous montre un petit peu comment c'est. Regardez à quel point c'est propre, c'est grand. Là vous avez des distributeurs, donc vous avez du thé, de l'eau, etc. À volonté bien sûr. Et donc vous avez même des petits écrans à l'intérieur, même au niveau du self, pour vous indiquer quel véhicule est en train de passer. Donc vous reconnaissez bien les fameux numéros de l'eau, histoire de vraiment rien rater. Des écrans comme ça, vous en avez vraiment partout. Un truc aussi qui me sidère dans ce pays, les interfaces ici. Enfin, vous avez envie de pleurer. Regardez-moi un petit peu la présentation du menu. On dirait un enfant de 10 ans qui a vu ça. Je vous assure que je vous fais une plus belle présentation que ça. Donc voilà un petit peu le menu. On va prendre des forces avant de vous filmer toute cette voiture. Je vais essayer de vous en filmer un maximum possible. Alors on va faire un petit tour au niveau des véhicules premium. Donc là on a une magnifique McLaren 720S avec un glacier blanc. Les jantes forgées en 19 pouces, juste magnifique, avec donc les freins en carbone céramique. Petit rappel aussi de l'étrier en orange avec ce pack MSO accent orange. Donc comme vous pouvez le voir, c'est le petit trait qui donne vraiment un look très exclusif au véhicule. On a les rétroviseurs en carbone. Le véhicule est vraiment très peu kilométré, il a que 3200 km. Donc là on est sur une notation 5A. C'est vraiment la meilleure notation possible pour une voiture d'occasion entre guillemets. Donc voilà, on a des P0 donc origine McLaren en 20 pouces à l'arrière. On a la monte mixte à l'arrière avec double étrier pour garantir un freinage de malade. Donc concurrente directe de la 488 et la Huracan. Donc on a ces magnifiques sorties d'échappement. C'est vraiment une voiture incroyable. Donc on a vraiment des éléments en carbone partout. Il faut savoir que le châssis de cette voiture est en monocoque carbone. On a également ce magnifique diffuseur et on voit donc un petit peu la mécanique à travers ce gros diffuseur à l'arrière. Mais franchement, les éléments aéro, etc. sont juste dingues. Je vous laisse regarder. Donc au Japon, ça c'est vraiment quelque chose de banal. Il vous suffit d'être dans les quartiers de Ginza, etc. Vous en voyez peut-être presque tous les coins de rue. D'ailleurs, je vais vous mettre une petite vidéo là où j'étais resté à peu près 10 jours à Akasaka. Donc ça, c'était un peu les voitures que je voyais lorsque je descendais de chez moi. Donc à l'arrière, on a un V8 4 litres biturbo qui développe 720 chevaux, donc comme l'indique sa dénomination commerciale, pour 770 Nm de couple. Bon, c'est un monstre, 2 secondes 9 le 0 à 100 et une vitesse de pointe à plus de 340 km/h. Même type de motorisation, V8 4 litres. Cette fois-ci, on est sur un G63, donc V8 biturbo aussi. On est sur des pneus en 22 pouces avec les étriers rouges. Donc le classe G, c'est vraiment quelque chose de très banal. Franchement, que ce soit dans les maisons d'enchères ou bien ou bien aux alentours de Tokyo, etc. Enfin, vraiment, tout le monde a un classe G, c'est incroyable. Même dans des petits quartiers, c'est vraiment une voiture très 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 populaire ici, comme dans beaucoup de grosses métropoles, mais surtout ici. Alors, une qui va vous choquer, donc c'est bien sûr cette beauté. Là, on est sur du très très lourd. On est sur une Lamborghini Countach de 1991. On est vraiment sur une des plus rares. Donc, on est sur la 5000 Quattro Valvole. Donc là, on est sur la version la plus puissante. On est sur 420 chevaux.
Donc on est sur la dernière année de production. Et si je dis pas de bêtises, corrigez-moi dans les commentaires, mais je crois que ça fait partie de l'édition 25 ans anniversaire de chez Lamborghini. Donc regardez-moi un petit peu la propreté et la beauté de cette carrosserie. C'est vraiment la voiture qui a lancé le design de la supercar. Regardez-moi un petit peu la taille de l'aileron par rapport à ma main. On dirait vraiment, elle est presque aussi grande que l'aileron de la GT3 RS. Et regardez-moi cet arrière, vraiment digne des supercars de l'époque. C'est bien carré. Alors un truc qui m'aura toujours choqué sur cette voiture, c'est les pneus arrière. Regardez-moi la dimension. On dirait qu'il y a vraiment 2 pneus. C'est énorme. Ces belles sorties d'échappement qui m'ont l'air d'être d'origine. Voilà un petit peu les véhicules exclusifs qu'on peut retrouver ici au Japon. Donc on est en 345 à l'arrière. Il faut savoir que même les pneus de camion, généralement, c'est du 315. Donc dites-vous qu'on est plus large que certains camions. Donc là, comme vous pouvez le voir, designé chez Burton, donc par Marcel Logandini, un designer qui a révolutionné la supercar. Donc c'est vraiment l'arrivée des supercars vraiment ultra basses comme ça et ultra larges avec donc des coins carrés comme ça. Voilà un petit peu les bijoux qu'on peut retrouver au Japon. Donc on continue avec une très belle Boxster Spider. Là les amis, on n'est pas sur une Boxster classique, c'est la version Spider. Alors j'aime beaucoup l'arrière, ça fait un petit peu rappel au Speedster. Vous voyez ces deux bosses là. Donc celle-ci, je la trouve vraiment incroyable. Donc la Boxster déjà, c'est pas ma préférée au niveau des Porsche, mais la version Spider comme ça me plaît énormément. Elle est juste magnifique. Donc je vous laisse un petit peu regarder. Donc on est sur une boîte méca, moteur qui prend jusqu'à 8000 tours minute. Donc on est toujours accompagné du flat 6 avec cette magnifique extraction d'air à l'avant. C'est pas une 911, mais celle-ci, j'avoue qu'elle a vraiment du charme. Ici, on a une 296 GTS, donc qui est dans un très très bel état. Regardez, il y a encore les plastiques sur les sièges. Donc là, on est sur un véhicule assez spécial aussi. Certes, c'est pas un V12, on est équipé d'un V6, mais avec de l'hybridation. Bon, il y en a beaucoup qui n'aiment pas trop ça. La performance est au rendez-vous, ça, il n'y a rien à dire. Mais bon, moi en tout cas, c'est pas ma préférée au niveau des Ferrari. Loin de là. On a également une magnifique 911. Donc là, on est sur les 992. C'est la Carrera qui est assez sympa. Une belle petite sortie d'échappement à l'arrière. Et donc, on a également l'apparition de la light bar sur les 992. Donc ici, on est sur une Japanese spec. Donc volant à droite. Sinon, voilà, on a un classe G comme celui-ci qui fait rappel au premier classe G, que je trouve assez sympa. La voiture parfaite pour aller faire du camping ou du safari. Elle est très très bien équipée. Regardez-moi un petit peu la gueule des pneus. C'est très énervé. On a notre petite ligne d'échappement qui arrive juste comme ça. L'intérieur, bon comme d'habitude, hein, très très propre. Here I come. Première fois que je vois des sièges tissus par contre sur un classe G. Alors c'est peut-être parce qu'elle est dans une spec baroudeur tout terrain. Donc pour éviter les déchirures au niveau des sièges, etc. Bon, et là voilà, pas besoin de vous présenter. Encore une fois, on est sur un classe G. Donc je pense que ici ça doit être un endroit qui parle un peu à tout le monde. C'est ici que donc les fameuses photos que vous voyez sur notre site sont prises. Donc l'avant, l'arrière, l'intérieur, etc. Donc les véhicules arrivent, s'arrêtent, les photos sont prises et ensuite elles viennent se garer donc au niveau du parking. Maintenant ici on retrouve des véhicules qui vont passer aux enchères, donc qui vont être d'abord inspectés. Donc elles sont d'abord ici, ensuite elles vont là-bas pour les photos. On a une magnifique McLaren MP4 12C, donc c'est vraiment la base de tout ce qui va arriver plus tard chez la marque. Donc tout ce qui est 650S, etc. Modèle sorti en 2011, elle était déjà équipée de nombreuses technologies, donc à savoir déjà un châssis complet en carbone. On avait déjà un système d'aérofrein avec l'aileron à l'arrière. Regardez-moi ces lignes incroyables, couleur de dingue. C'est vraiment ma couleur préférée sur ce modèle-là. On est sur du Volcano orange. Elle est juste incroyable. Regardez-moi un petit peu la propreté. Ce véhicule, comme la AMG GT qui est juste derrière, elle va être inspectée par un inspecteur. Donc le véhicule n'a que 20 000 km et elle sera disponible semaine prochaine à USS Yokohama. On retrouve ces magnifiques jantes en super bêta. Donc encore une fois, double plaquette de frein,
avec les étriers en orange. Pour certains, elle peut faire vieille. Pour moi, c'est vraiment l'âge d'or de l'automobile. Les meilleures voitures du monde, pour moi, elles sont sorties aux alentours de 2010. C'est vraiment les années où on faisait ce qu'il y avait de mieux et on utilisait la technologie, pas pour contourner les normes ou quoi que ce soit, mais pour avoir de la performance pure. On avait d'ailleurs une option incroyable sur cette voiture, héritée de la Formule 1. C'est l'option Brake Steer. Donc ça freine une roue intérieure en plein virage. Donc ça permet de rentrer plus fort dans le virage et avoir un grip de malade en sortie de virage. Donc à l'arrière, on retrouve le 3,8 litres biturbo. Donc là, on a plus de 600 chevaux avec un couple de 600 Nm de couple. On était déjà dans les ordres de 3 secondes, 0 à 100 si je dis pas de bêtises. Et donc voilà, c'était la concurrente de la 458 et de la Gallardo à l'époque. Regardez-moi l'intérieur, donc avec ces magnifiques baquets orange, elle est tout simplement magnifique. Et donc derrière, pareil, cette GT63 MG en couleur Magno va également être inspectée et sera disponible semaine prochaine à USS Yokohama. Je vous montre un petit peu le monstre. Alors dites-vous que maintenant ça rivalise ça. Une grosse berline comme ça est aussi performante qu'une supercar. Donc on voit vraiment l'évolution de l'automobile. Derrière, elle dispose d'un aileron réglable par rapport à ce qu'on souhaite. Si on veut plus d'aéro ou alors moins de frottement. On a ces grosses sorties siglées AMG, juste terrible. Diffuseur en carbone à l'arrière. Elle est juste dans un état incroyable. Mais voilà, si on me disait de choisir entre ça ou ça, je pense que je serais parti sur ça. Donc voilà un petit peu l'environnement dans lequel les véhicules se trouvent. Je l'ai reconnu tout de suite. SL65 V12 biturbo. Regardez-moi ces jantes juste magnifiques. Ce coloris là, c'est un de mes préférés. Essayez de trouver ça en France. Juste essayez de trouver. Dans un état comme ça sert à rien de chercher, moi je vous le dis tout de suite. Elle est juste sublime. Compteur qui prend jusqu'à 360 km/h. Elle est notée 4,5A. Vraiment rien à dire sur l'état du véhicule. Elle est juste impressionnante. Donc voilà, des belles voitures au Japon. C'est pas ce qui manque. Juste à côté, on a une S. Encore à côté, on a un AMG GT, un Macan GTS. Voilà. Généralement que des véhicules premium. Beaucoup de marques allemandes. Et comme vous pouvez le voir, c'est vraiment Mercedes qui domine ce marché. Une des premières que j'ai vu s'adjuger, BMW Alpina B3. Donc on n'est pas sur la B3S, c'est un modèle 2001, moteur 3,3 litres. C'est la version cabriolet. Elle est dans un bleu Alpina Blue si je dis pas de bêtises, avec le petit liseré doré, juste magnifique. 70 000 km au compteur. Regardez-moi ces jantes 20 branches équipées de Potenza juste neuf. Les pneus sont neufs, il n'y a vraiment rien à dire. Elle est dans un état irréprochable. On va faire un tour rapide de l'extérieur. Donc au niveau de la carrosserie, il n'y a vraiment rien à dire. On a les xénons sur ce modèle. Donc le fameux lip Alpina, juste incroyable. La capote qui est en bleu. À l'arrière, on a un magnifique béquet. Petit tour rapide du coffre. La petite sortie d'échappement. Donc Alpina d'origine. Je vous montre l'état des pneumatiques. C'est juste choquant à quel point le véhicule a été très bien entretenu. Je vais vous montrer l'inspection qui a été réalisée sur ce véhicule. Alors d'abord, petit tour de l'intérieur. On a du cuir partout, le fameux bois de chez Alpina. Donc l'inscription Alpina, on n'est plus sur du BMW. On retrouve les couleurs vert et bleu. Ce volant, alors un truc que je déteste chez Alpina, donc ok, on met du cuir de qualité, etc., des surpiqûres vert, bleu, mais pourquoi on nous enlève le régulateur de vitesse? C'est un truc qui passe pas chez moi. On a également la petite plaquette, donc BMW Alpina, et là on a le fameux rapport. Donc elle est notée 4,5B, ce qui est une très belle notation. Et ce qui m'a choqué sur ce véhicule, c'est ça. Regardez tous les entretiens, la réciprocité de 2001 à 2026, 70 210 km. Et sur la carrosserie, comme vous pouvez le voir, il n'y a vraiment rien à signaler. Elle est vraiment dans un état incroyable. J'ai une boîte auto 5 rapports si je dis pas de bêtises. Hop, tout de suite. Donc il y a des mains vraiment au quart de tour, rien à dire. On a le fameux fond de compteur en bleu, propre aux Alpina, compteur qui prend jusqu'à 300 km/h. Je vous montre l'état du ciel de toit, il est nickel, rien à dire. On va tout de suite la décapoter si vous voulez. Hop. Donc on a les vitres qui commencent à se baisser. Tac.
vais vous montrer un petit peu le compartiment moteur. Avant ça, je vous laisse écouter à quel point il respire et il chante bien. Voilà, donc moteur chaud. On vient pas taper à froid, comme certains pourraient le croire. Et puis voilà, on est surtout ici pour essayer les véhicules et voir qu'il n'y a pas de problème. Donc on va ouvrir le compartiment moteur. Donc voilà, 600 lignes. On retrouve le fameux S52 gonflé à 3,3 litres, moteur hérité de la M3 E36 US Spec. On s'aperçoit des upgrades Alpina, donc notamment l'admission qui est beaucoup plus longue. Le but d'Alpina, voilà, c'est au-delà de la performance, c'est surtout du couple et une sensation GT. Contrairement à la M3, là on n'a qu'un seul boîtier papillon comme vous pouvez le voir. Ici on retrouve donc le numéro de châssis BMW barré, et donc ici Alpina est venu inscrire leur propre numéro de châssis, donc qui commence tout le temps par WAP pour les Alpina. Alors la couleur exacte de la peinture, c'est le Dunkel Sapphire Blow métallique. Donc une couleur qu'on ne retrouvera pas sur les BMW standards ou les BMW M. C'est vraiment de l'individual droit sorti de la maison Alpina. Regardez-moi un petit peu la propreté du compartiment moteur. Tourne très bien sur ces 6 cylindres. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Regardez la fermeture un petit peu de la version Alpina est beaucoup moins brutale que sur une U46 classique. Regardez-moi la propreté des feux, s'il vous plaît. Donc pas besoin de polish ou quoi que ce soit sur la voiture. La voiture est dans un état chirurgical. Je le répète, vous ne trouverez pas plus propre. Que vous alliez en Allemagne, en Belgique, en Suède, où est-ce que vous voulez. Je vous mets au défi déjà d'en trouver une. Regardez-moi ces cuirs magnifiques. Donc, il y avait encore les plastiques des sièges. La banquette arrière, donc jamais personne s'est assis. C'est une certitude. Hop. Là, on a les petites inscriptions Alpina. La petite vue par derrière qui est juste magnifique. Les phares à LED à l'arrière, alors qu'on est en 2001. Donc maintenant, on va tout refermer et on va passer sur un autre modèle. Tac. Donc, je vous refilme la cinématique du toit. Donc, il va venir se poser délicatement. Waouh. Mais regardez quand même, malgré l'âge, à quel point le toit, etc. fonctionne très très bien. Donc là, on a nos vitres qui vont remonter. Hop, c'est parfait. On va éteindre le moteur, les phares, et on se retrouve à côté du prochain véhicule. On va continuer avec du BMW. Regardez ce que j'ai repéré. Pour moi, c'est la BMW la plus violente qui existe, la plus vulgaire. Regardez-moi cet avant qui fait rappel à un requin. Une voiture de vrai mafieux. Ça, c'est vraiment un modèle très très dur à trouver, mais pas au Japon. Au Japon, je peux vous en dire, il y en a presque toutes les semaines qui passent. On est donc sur un 635 CSI. Regardez-moi un petit peu l'état de la carrosserie. On a le toit ouvrant, les cuirs, juste magnifique. Bon, sur le rapport, c'était noté que c'est pas les cuirs d'origine. Est-ce qu'on s'en foutrait pas un petit peu, parce que voilà, c'est du OEM, donc ça a été certes remplacé, mais ça en valait tellement le coup. On avait la petite clim à l'arrière, une version 4 places comme les séries 6 d'aujourd'hui. Le volant 3 branches, juste magnifique, avec le petit logo M. Vraiment rien à dire au niveau de l'intérieur. Donc on est sur une boîte automatique. Petit tour rapide de l'extérieur, petit béquet juste incroyable. Et le détail qui fait très très mal, c'est cette double sortie comme ça, en plein milieu du véhicule. Et regardez bien, elle est vraiment pas au milieu, un petit peu décalée vers la droite. Je trouve ça juste incroyable. 635 CSI dans un état clinique. J'ai jamais vu ça. On va regarder ce qui se cache sous le coffre. Voilà, bah. Vous demandez pas pourquoi elle a été aussi bien préservée. Elle a même sa petite bâche. Alors je sais pas si c'est d'origine, mais on s'en fiche. Le plus important, c'est qu'elle a été bien préservée. Donc BMW Japan Group. Vous avez vu le coffre, comment il s'est fermé? Je vais vous le refaire. Regardez ça. La qualité là que je viens de vous montrer, on la retrouvera plus aujourd'hui. Je vous le dis, clair et net. Regardez-moi ces magnifiques jantes. Je les trouve juste incroyables. Côté passager, on va vous montrer ça. Voilà, tapis de sol, les cuirs. Il y a franchement rien à dire. Je pense pas trouver
une 635 dans un état comme ça, ailleurs qu'au Japon. Là, on va passer à l'intérieur, franchement, très confortable, très confortable. Les rétros réglables électriquement. Tout de suite, je propose qu'on fasse un petit démarrage de ce moteur mythique. Tac. Donc, voilà. Donc, on appuie sur le bouton check. Hop. Voilà, les feux sont activés. Alors, au niveau des options, donc on a le petit lecteur CD, bon, qui n'est pas d'origine, certes. La climatisation. Ensuite, vous avez un petit ordinateur de bord qui va vous donner la conso, etc. Je sais pas s'il est fonctionnel ou pas. Les sièges chauffants, donc côté passager et conducteur. C'était vraiment le luxe, je pense, dans ces années-là. Le petit cendrier, bien sûr, jamais personne n'a fumé. Donc là, on a le mode éco, sport, manuel. Donc la boîte de vitesse à l'ancienne. Tac, les vitres électriques. Je vous laisse contempler le fonctionnement. Regardez. Est-ce que vous pensez que cette voiture a plus de 30 ans? Moi, j'ai pas l'impression. Le réglage des sièges électriquement. Alors ça, quand j'ai vu ça, j'étais choqué. Et à mémoire, hein, s'il vous plaît. Regardez ça. Mon siège recule. Le dos s'incline. C'est incroyable. On est sur un exemplaire juste magnifique, fabuleux. Et maintenant, tout de suite, je vais vous montrer le magnifique toit Oran. Donc, rien à dire. Sous le capot, on retrouve le fameux M30, qu'on appelait également le Big Six de chez BMW. Là, on est sur ce qu'il y a de plus noble, de ce qu'il y a de plus fiable que BMW pouvait faire. Là, il n'y a vraiment pas de turbo ou quoi que ce soit. On est sur un moteur 3,5 litres qui développe plus de 210 chevaux. C'est un moteur qui peut encaisser facilement les 400-500 000 km sans broncher. Alors dites-vous qu'elle a 22 900 km. 22 900 km. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai envie de vous dire ou pas? Alors là, on est sur un modèle 1989. Donc E24 BMW. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Et c'est quoi la bonne nouvelle dans tout ça? Je vais vous parler des véhicules de collection, mes amis. Donc un véhicule est collectionnable dès lors qu'il a plus de 30 ans. Ça veut dire tous les modèles avant 1996 sont des véhicules collectionnables. Donc là-dedans, vous pouvez mettre certaines E36 et surtout cette magnifique 635 CSI. Alors, si le véhicule est collectionnable comme celui-ci, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe énormément de choses et ça, très peu de gens le savent et très peu vous le communiquent.